En 541, après une période de famine et de froid terrible, apparut à Péluse en Égypte un fléau qui sema la mort et la désolation dans tout le territoire de l'Empire romain. Un fléau qui va durer pendant 2 siècles et qui bouleversa l'histoire. Salut à tous. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo est très fortement inspirée par l'ouvrage de Kilian Harper sur le climat dans l'Empire romain. C'est un livre qui a fait polémique, mais dont je trouve l'idée intéressante. La crise biologique et climatique du VIe siècle aurait achevé le monde romain et fait naître le Moyen-Âge occidental. La peste de Justinien doit avant tout être remise dans son contexte. La peste éclate à une époque particulière pour le monde romain. En 536, alors que la guerre contre les Vandales est désormais terminée, et que Bélicère se charge maintenant de la reconquête de l'Italie, un phénomène étrange frappe le monde, dont sont témoins de nombreux auteurs et notamment Procope, notre principale source pour cette période. Même lors des journées d'été au ciel sans nuages, le soleil semble aussi lumineux que la lune. Il y a comme un brouillard constant qui empêche le soleil de briller. Ce phénomène est le début d'une crise climatique mondiale. Pendant 10 ans, une des périodes les plus froides de l'histoire va s'abattre sur l'humanité, provoquant famine et conflits. Il est difficile de déterminer la raison exacte de ce changement. Parmi les phénomènes évoqués, on parle d'éruptions volcaniques en chaîne, ou bien d'une météorite qui aurait frappé la planète, ou même les deux. Ce petit âge glaciaire va profondément affaiblir toutes les populations. Les effets vont varier selon les régions, mais on voit de très nombreuses inondations en Italie, alors que l'Afrique du Nord, elle, s'assèche et certaines de ces populations sont obligées de migrer. Dans les territoires plus au nord, moins connus des sources, il est possible que le froid fût plus durement ressenti. L'empereur Justinien, qui règne durant toute cette période sur l'Empire romain, lutta fortement contre les effets de cette crise, en travaillant pour contrôler au mieux la nature et ses aléas. Partout autour de la Méditerranée, le refroidissement affaiblit les populations et de nombreuses guerres et crises éclatent entre les différents royaumes qui naissent à cette période. C'est en plein milieu de cette crise climatique qu'apparaît la peste de Justinien. La peste de Justinien est une peste bubonique. Aucune image ne sera utilisée pour montrer les effets qui sont particulièrement désagréables, je préfère vous rassurer. Ce n'est pas l'ancêtre de la peste noire, mais les deux maladies restent très proches. On connaît bien la peste de Justinien grâce à l'étude des corps de victimes, mais aussi grâce à des textes bien détaillés sur ses symptômes et ses effets. La question ici n'est pas d'étudier ceci, mais l'impact historique de cette peste. La peste en elle-même n'est pas nouvelle. Elle existe déjà depuis bien longtemps, jusqu'il y a au moins 55 000 ans. On retrouve aussi des traces de celle-ci 10 siècles avant notre ère. La maladie ne cesse d'évoluer et représente toujours une menace terrible pour l'homme, mais ce qui lui a permis de se développer en pandémie, c'est surtout la possibilité de pouvoir se propager chez les rongeurs. La peste de Justinien en elle-même doit débuter dans les territoires situés autour du Tibet, parmi des populations de gerbilles et de castors dont les puces transportent la bactérie. C'est au contact du rat noir que les puces trouvent leur meilleur vecteur de propagation. Le problème du rat, c'est qu'il a beau voyager, il a tendance à mourir vite, et les puces dépendent de ces populations pour pouvoir se nourrir. Les rats noirs, eux, ont déjà colonisé l'Occident. Ils sont arrivés partout grâce au système de commerce de l'Empire romain et infestent bateaux et greniers sur tout le territoire. Contrairement à ce que l'on pense, au début du Moyen-Âge, les échanges restent très importants, et notamment au travers de l'océan Indien qui permet le commerce entre les grands espaces civilisationnels que sont la Chine, le nord de l'Inde, la Perse et l'Empire romain. Un des meilleurs témoignages de ces relations est la grande représentation des grenats indiens dans l'art des États germaniques d'Occident. Pour une raison inconnue sûrement liée au petit âge glaciaire, les rats contaminés ont quitté les montagnes où ils avaient été infectés pour atteindre les côtes indiennes, d'où ils purent profiter des grandes voies de commerce vers la mer Méditerranée par la Perse et l'Égypte. De là, la peste commence à se répandre dans toutes les directions et notamment vers Alexandrie et Jérusalem, qui sont les cités les plus attractives de la région. Les voies de commerce au sein de l'Empire s'avèrent extrêmement pratiques pour le déplacement de l'épidémie. Malheureusement pour l'Empire, la ville la plus attractive, c'est encore Constantinople. À cette époque, jusqu'à 310 millions de litres de blé étaient transportés vers la capitale par navire. Cité de Constantinople qui a pu atteindre entre 300 000 et un demi-million de personnes. La ville est frappée une première fois au printemps 542 pendant 4 mois. Les récits témoignent jusqu'à 16 000 morts par jour, et la ville a pu perdre jusqu'à 60% de sa population. Les autorités n'arrivèrent pas à gérer la quantité de cadavres qui était constamment en augmentation, et il n'y avait aucun moyen d'enterrer les morts. L'air était devenu irrespirable, et les cadavres traînaient partout dans la ville. Certaines maisons furent abandonnées car tous ses habitants furent frappés par la peste soudainement. La ville devint une ville fantôme. Sur la frontière orientale, la peste mit fin à la guerre avec les Perses et de nombreuses villes pourtant très prospères furent totalement anéanties. La peste ne se propage pas de façon continue. Elle arrive discrètement dans une ville en contaminant les rats, et puis quand ceux-ci sont tous morts,
Les puces affamées s'attaquent aux humains provoquant une explosion de décès soudaine. De plus, la peste a l'avantage de pouvoir être transmise d'homme à homme directement, ce qui lui assure une efficacité terrible. La Méditerranée devient alors une mer hantée. De nombreux navires privés soudainement de tout équipage dérivent sur les flots, portant le fléau partout où ils chavirent. En Occident, les ports furent les premiers touchés. La maladie frappe fort, mais on ne connaît que moins son histoire dans ces régions. Le célèbre évêque Grégoire de Tours nous signale plusieurs cas de peste qui semblent remonter les fleuves depuis Marseille et affectent tous les échanges au sein des royaumes francs. En Espagne, la maladie frappe toute la côte, des cités comme Barcelone ou Carthagène s'affaiblissent. La toute récente province romaine de Spagna, byzantine, devient particulièrement vulnérable aux attaques visigothiques. La maladie ne semble pas pouvoir être arrêtée, et s'avance même très loin. En 576, pour la première fois, l'épidémie a pu atteindre l'Irlande, pourtant toujours bien séparée du reste des réseaux d'échange. À Rome, c'est surtout le passage de la peste de 591 qui est connu, raconté par Grégoire le Grand, qui voit autour de lui des disciples tombés raides morts, après un passage foudroyant de la peste en période de prière. Mais la maladie ne s'arrête pas à une seule vague, et pendant 2 siècles, elle revient régulièrement à partir de plusieurs réservoirs qui se sont développés partout dans l'ancien territoire de l'Empire romain. Toutes les terres qui sont frappées sont ravagées, et aucune immunité ne semble se mettre en place. Le retour de la maladie a surtout pour effet d'empêcher la population de se renouveler, et de nombreux espaces sont définitivement perdus. Il est difficile de mesurer l'impact que la peste a eu sur le tour de la mer Méditerranée. Après un dernier passage en 740, à Constantinople, la ville est obligée d'être repeuplée de l'extérieur. Partout les cités qui furent le modèle de la société antique étaient désormais extrêmement réduites. Les sources nous donnent l'impression que les espaces les plus urbanisés, et donc les plus rattachés à la culture romaine, furent aussi les régions les plus touchées. Cependant, on ne peut pas forcément se fier aux sources pour cela. La plupart des auteurs sont des élites urbaines à cette époque, souvent des descendants de familles sénatoriales qui continuent de faire vivre l'idéal romain à leur façon. La peste n'a en réalité pas épargné les campagnes. À la différence des maladies qui se transmettent uniquement d'homme à homme, la peste passe aussi par les rats, qui ont tout intérêt à envahir les récoltes des paysans. De nombreux villages ont pu simplement disparaître de l'histoire sans laisser de traces, car personne ici n'était apte à le signaler. Le 6e siècle avait en plus été marqué par un regain d'intérêt pour la vie dans les campagnes, et les premiers villages du Moyen-Âge commençaient à se développer. La maladie eut un impact politique, et cela est certain notamment sur l'espace danubien. Les Byzantins, dont l'armée fut décimée par la maladie, ne purent résister aux nouveaux venus du nord, tels les Avars et les Slaves, qui par un mode de vie très différent furent épargnés par la peste. La maladie cependant permit de protéger les cités romaines des pillages. On voit dans les récits d'Agathias les armées romaines réduites à quelques centaines de soldats, recrutés directement dans la population pour faire face à une invasion de peuplades nomades. Bien plus tard, alors que l'Empire semble avoir du mal à se relever, l'empereur Maurice déclara qu'il est désormais difficile d'avoir 15 000 hommes prêts pour la guerre dans tout l'Empire. Et le désastre de la Grande Guerre contre la Perse de 602 à 629 en est un bon témoin. Pour Justinien, qui donna son nom à la peste, la situation est bien plus terrible. Déjà parce que la peste, il l'a eue, mais surtout parce qu'après un début de règne glorieux, la peste met fin à tous ses espoirs. En effet, la reconquête de l'Occident qui avait pourtant commencé à porter ses fruits, fut bien ralentie. La guerre en Italie contre les Goths ne fut pas une expédition de 4 mois comme en Afrique, mais une guerre de 20 ans, qui d'après les témoignages de Procope, laisse une Italie totalement ravagée, et une ville de Rome qui repose uniquement sur des groupes de centaines d'habitants dispersés. Un tiers de la population italienne aurait disparu durant cette période. En Occident, on ne peut que supposer, mais il a été proposé que la peste de Justinien pourrait être la raison de la disparition brutale de la société romaine en Angleterre, qui avait gardé quelques habitudes urbaines et commerciales, qui leur a été à coup sûr fatales, à l'inverse des populations saxonnes, qui durent, elles, être moins durement frappées. Un effet plus marquant encore, c'est le recul des échanges entre les différents royaumes et un renforcement des territoires de l'intérieur bien plus protégés. Ce n'est pas pour rien que Kilian Harper défend l'idée dans son livre que cette période fut la transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. La vie urbaine, la culture gréco-romaine furent la base de la société impériale. Et tout cela se retrouve balayé par une période particulièrement dure. La pandémie a fait sûrement plus de morts que toutes les guerres romaines réunies, et pourtant on ne la mentionne que rarement dans les textes. Car l'étude des épidémies dans l'histoire n'a pas très bonne réputation. Pourtant c'est une réalité qui a profondément participé à révolutionner les phénomènes politiques et sociaux de la période. Il est impossible de quantifier les dégâts qu'a fait cette maladie sur le monde, mais il est sûr que la peste fut l'un des événements les plus terribles pour l'humanité. Les puissants empires orientaux qui avaient fait le cœur de l'histoire civilisationnelle de l'Antiquité
furent profondément affaiblis au moment où arrivèrent les premiers musulmans en 632. En Occident, l'affaiblissement du monde urbain favorisa la séparation avec le concept de cité et permit le renforcement des villages. La culture romaine universelle changea pour une culture plus territoriale. La religion chrétienne, elle, en fut fortement renforcée, car elle permettait une porte de sortie positive dans un monde qui semblait condamné. La pensée eschatologique n'avait jamais été aussi présente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. J'ai vu que le sujet de l'année 536 a été traité à plusieurs reprises cette année, puisqu'elle a été déclarée pire année de l'histoire. Donc je vous mettrai quelques liens dans la description si ça vous intéresse. En attendant, à la prochaine et faites attention à vous.